Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 186e briefing. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un format, la Troïka des Braves, on va dire. Nous avons Pavel qui est là et puis Igor qui va assumer l'entièreté du briefing, du fait que Arnaud est en mission en Chine en ce moment, donc il aura un peu de difficulté à nous joindre avec le décalage horaire et des difficultés de connexion avec ce grand et beau pays. Euh, En fait, Arnaud est dans le magasin des Frères Tang, dans le 13e arrondissement de Paris. Donc le décalage horaire n'est pas si énorme et je crois que notre ami Igor, lui, est à la maison de... Alors non, je crois que c'est la crèche Gabriel Attal qui est juste à côté du 13e arrondissement. Voilà, ça change un petit peu des maisons de retraite Jack Lang. Ravi de te voir, mon cher Igor. voilà, bon, je crois que ça part sur des bonnes bases pour ce briefing. Donc, tu vas assumer tout ça. Et est-ce que tu commences par la partie traditionnelle d'Arnaud, c'est-à-dire l'économie et la politique russe, et ensuite l'international? Ou l'annonce Ouais, de ouais. notre prochain séminaire, Macronisme et puériculture. Oui, oui, Gilles, je vais suivre le déroulé traditionnel, ouais, effectivement. C'est à toi, donc, n'hésite pas. Merci, merci, bonjour à tous. Oui, alors je vais commencer par la partie économie avec d'abord les prévisions du FMI. Le FMI qui, dans son rapport de janvier, a donc revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie russe en 2024. Alors jusqu'à récemment, cette prévision de croissance était de 1,1%, et donc le FMI l'a revu, l'a augmenté assez largement puisque désormais il envisage 2,6% de croissance pour la Russie en 2024. À comparer, donc bon, sur fond général de croissance de l'économie mondiale, je crois de mémoire 3 ou 3,1% sur l'économie mondiale. À comparer donc aux prévisions de croissance sur la zone euro, 0,9%, les États-Unis 2,1% et la Chine 4,6%. Alors on se souvient que l'an dernier, on avait eu un peu le même scénario, c'est-à-dire que le FMI avait pris tout le monde à contre-pied début janvier 2023 en revoyant à la hausse les prévisions de croissance, hein. Révisions qui ont été ensuite affinées à deux ou trois reprises, je ne sais plus exactement, à la hausse, une fois de plus par le FMI au cours de l'année, pratiquement à la fin de chaque trimestre en réalité, hein, pour arriver donc finalement sur une année 2023 qui s'est conclue à 3% de croissance selon le FMI. Donc à surveiller, cette croissance, elle s'appuie sur quoi? Les locomotives, on les connaît, hein, ce sont les investissements publics massifs, pratiquement je crois plus 70% par rapport à 2019. Très majoritairement dans l'industrie et dans l'industrie de défense, donc évidemment une locomotive assez sérieuse et des prix de l'énergie qui restent somme toute relativement stables malgré le contexte notamment en mer Rouge. Donc ce sont là des choses qui sont surveillées. À l'inverse, on connaît les lanternes rouges, en tout cas les défis structurels, hein. Une main-d'œuvre qui s'est raréfiée, on en parle ici régulièrement, je ne reviens pas dessus. Et évidemment, je dirais la conséquence, ou en tout cas une chose qui est liée, c'est le départ de plusieurs centaines de milliers de cadres à l'étranger et qui, a priori, ne vont pas revenir dans les années à venir, et ce qui va gréver à moyen et long terme, évidemment, l'économie et l'empêchant de repartir. Donc, risque de surchauffe qui reste évidemment problématique en soi. Autre nouvelle économique, le capital maternel qui a été indexé de 7,4% à partir du 1er février. Donc, les familles qui auront un premier enfant toucheront désormais un peu plus de 630 000 roubles pour le premier enfant, et pour le deuxième enfant, ce sera 833 000 roubles. Donc là, on est dans la politique évidemment démographique, enfin de soutien à la démographie, hein. Et le ministère du Travail estime environ à 500 milliards de roubles le budget à prévoir cette année pour financer ce capital maternel. Le ministère des Finances ne prévoit pas a priori cette année de prélever une nouvelle windfall tax sur les bénéfices extraordinaires, hein. Souvenez-vous, on en avait parlé l'an dernier de cette taxe extraordinaire qui a rapporté en 2023 au budget fédéral près de 318 milliards de roubles, alors qu'il y avait 300 milliards qui étaient envisagés. À ce jour, en tout cas, le prélèvement de cette taxe extraordinaire n'est pas envisagé par les autorités. Évidemment, les choses peuvent évoluer dans l'année, comme chacun le sait, hein.
Enfin, pour terminer l'économie, quelques mots des BRICS qui, selon Madame Nabiulina, gouverneure centrale de la Banque de Russie, représentent 40% du commerce extérieur de la Russie. Et aujourd'hui, alors évidemment, il y a un poids lourd qui est la Chine, hein, je crois que c'est 220 milliards de dollars d'échanges l'an dernier. Donc c'est évidemment énorme. Il y a aussi l'Inde. En dehors de BRICS, il y a aussi d'autres pays avec qui le commerce s'est bien développé, la Turquie notamment. D'après Madame Niabulina, les échanges et transactions en devises nationales ont augmenté de 85% dans les échanges commerciaux avec ces pays-là. Cela dit, il y a un rapport publié par le Russian International Affairs Council, nos collègues du think tank russe, qui explique en gros en substance que, il y a un certain nombre de défis qui ont surgi et notamment, ils prennent l'exemple des relations entre la Russie et l'Inde pour expliquer que le commerce entre la Russie et l'Inde, qui a complètement explosé l'an dernier, notamment du fait des importations massives de brut par les Indiens et également d'engrais. Le problème, c'est que ces importations sont très largement effectivement payées en devise nationale et que comme ce commerce est très déséquilibré et que la Russie exporte énormément et importe très peu d'Inde, eh bien, elle se retrouve avec énormément de roupies. Et elle ne sait pas plus quoi faire de ces roupies. Et évidemment, c'est un problème que les deux partenaires doivent régler d'une manière ou d'une autre. Alors je passe à la politique intérieure qui était assez riche cette semaine puisque les candidats à l'élection présidentielle ont défilé à la commission électorale centrale pour déposer leur caisse remplie de signatures devant les caméras et les photographes. Alors Arnaud avait parlé de M. Slutsky, de M. Davankov et de M. Karitonov, donc je ne reviens pas dessus. On a évidemment eu le principal intéressé, M. Poutine, qui est venu cette semaine, enfin, qui a officiellement déposé donc sa candidature. Et Monsieur Babourine, qui dirige la fraction Union du peuple russe, a créé la surprise parce il a déposé ses signatures et ensuite a retiré sa candidature pour appeler à voter Vladimir Poutine. Monsieur Nadezhdin, dont Arnaud a parlé la semaine dernière, a également déposé, donc l'initiative civique, a déposé également sa candidature, qui est actuellement considérée par la commission électorale centrale. Là, il a obtenu le nombre de signatures nécessaires, je crois 105 000 signatures sur les 100 000 exigées. Et de même, Monsieur Sergueï Malinkovitch, communiste de Russie, qui a également déposé sa candidature. Il y a un certain nombre de candidatures, je dirais, de témoignages ou un petit peu anecdotiques qui ont été annulés cette semaine également de la part d'une blogueuse, enfin je ne détaille pas. Donc pour l'instant, je dirais le processus suit son cours de ce côté-là. Je vais vous reparler de la Douma d'État et de ce fameux projet de loi sur les confiscations de biens qui était évoqué la semaine dernière et qui a donc été adopté en troisième lecture cette semaine par la Douma d'État. Donc, projet de loi donc, qui prévoit, maintenant qui est une loi, hein, qui prévoit la confiscation des biens en cas de propagation de fausses nouvelles sur l'armée russe. Alors, il est précisé que ces biens seront comment dire, confisqués dans la mesure où ils ont servi à financer des activités dites criminelles ou considérées comme illégales. Cela dit, le périmètre de ces lois reste quand même très très flou puisque au-delà de ce critère-là, on ne sait pas très bien quels sont les biens considérés. Est-ce qu'on va considérer qu'une voiture qui transportait des individus considérés comme discréditant l'armée russe peut être saisie? Est-ce que des téléphones portables ou des ordinateurs qui auraient servi à propager des nouvelles considérées comme discréditant l'armée russe vont être saisis? Est-ce que le fait que ces biens, téléphones portables, ordinateurs ou autres, se trouvent dans un appartement font que l'appartement aussi va être saisi parce qu'il a servi à développer des activités jugées comme illégales, illicites et criminelles? Bref, il y a là évidemment beaucoup d'espace. Et deuxièmement, ce projet de loi, ensuite, maintenant qu'il est acté, pourra, alors on comprend qui est le cœur de cible, hein, qui est visé principalement, ce sont les influenceurs ou les faiseurs d'opinion jugés déloyaux qui sont partis, qui sont à l'étranger et qui sont installés et peut-être continuent de publier, de s'exprimer publiquement et d'essayer de leur point de vue de faire valoir leurs opinions et de faire bouger les choses. Et effectivement, s'ils ont conservé des appartements en Russie ou des biens en Russie, on comprend bien que ce sont eux qui sont visés prioritairement. Maintenant, on ne peut pas exclure que à moyen terme, même des patriotes ou des gens se disant patriotes puissent être aussi touchés par cette loi si jamais ils développent des activités qui vont être jugées contraires aux intérêts de l'armée russe ou, comment dirais-je, discréditant l'armée russe. Donc, effectivement, c'est un petit peu une boîte de Pandore potentiellement de ce côté-là qui peut être ouverte. Pavel.
Comme disait Éric Raoult, je ne me lasse jamais de répéter cette forte sentence quand on ouvre la boîte de Pandore. Il ne faut pas s'étonner si Pandore en sort. Bah, Et, on va guetter on a une Pandore. petite question d'ailleurs liée à tout ça, une première Ouais. question d'un auditeur fidèle. Est-il Hum. possible de savoir quelles régions de Russie ont le plus signé pour la candidature de Nadezhdin? Alors, probablement que les listes et les signatures doivent être rendues publiques, j'imagine, mais ça, à mon avis, il y a moyen de le savoir. Oui. Mais pour l'instant, sa candidature est en train d'être examinée, donc on ne sait pas encore déjà s'il va être validé. Et s'il l'est, probablement qu'on saura, oui, dans quelle région il a reçu le plus de candidatures. Mais on a déjà vu des files d'attente, enfin des files assez intéressantes à Moscou, avec beaucoup de gens qui faisaient la queue pour aller apporter leur signature. Intuitivement, je pense que proportionnellement, Moscou, Saint-Pétersbourg sont bien représentés dans ces signatures-là, plus quelques villes millionnaires en région, mais à mon avis, ce sera beaucoup les gens des villes, puisque c'est une candidature, quelque part, qui est censée, à mon avis, capter le vote contestataire. Et donc, bon, bah, traditionnellement, ce sont plutôt des gens qui sont dans les grandes agglomérations qui déploient ce vote contestataire. Mais ce Nadezhdin, Arnaud en avait parlé un petit peu, mais bon, déjà, apparemment, la commission électorale a laissé fuiter des choses en disant il semblerait qu'il y ait des irrégularités, donc on ne sait pas très bien si ça va aller très loin. Mm. Mais par ailleurs, quel est son positionnement? Est-ce qu'il est vraiment hors système? Et au contraire, est-ce qu'il est dedans? Quel est quelles sont ses forces et ses faiblesses, je dirais, d'une Bah, certaine façon. il a reçu quand même le soutien public de personnalités qui sont totalement hors système, comme Madame Pevchir ou même, je crois, Khodorkovsky. Donc, ça le marque en tout cas. Il est marqué comme étant hors système. Est-ce que lui-même, son positionnement, en tout cas, il détonne dans le paysage des candidats, ça c'est certain. C'est ce qui fait qu'il y a un peu de suspense, je dirais, autour de sa candidature, déjà de voir si elle sera validée ou pas, et si elle l'est. C'est certainement lui qui va jouer ce rôle un petit peu de candidature qui doit susciter de la participation, qui doit instiller un brin de suspense dans cette élection. Donc, personne n'a de doute sur l'issue de l'élection. Et donc ramener, capter la participation, susciter de la participation, notamment en faisant se déplacer les gens qui, a priori, ne voulaient pas se déplacer parce qu'ils estiment que tout est joué d'avance, que ce n'est pas intéressant, à quoi bon en captant donc ce vote protestataire, que ce soit les gens qui sont opposés à l'opération spéciale, qui sont opposés à la tournure que prennent les choses généralement dans le pays, et qui là estimeront qu'il y a il y a matière à se déplacer et mettre un bulletin de vote. Mais l'enjeu pour le Kremlin, on le connaît, c'est celui de la participation. C'est fait partie des indicateurs de performance, comme on dit, à remplir pour l'administration présidentielle, qui est au moins 70%, 75%, préférablement, de bulletins de vote mis dans les urnes, quoi, exprimés. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'en réalité, le Kremlin a intérêt à voir cette candidature aboutir. Je pense parce que, à mon avis, je crois qu'Arnaud, la semaine dernière, disait que aujourd'hui, on estime son potentiel sur le seul, a priori, unique tour à 10%, 8, 10%, exceptionnellement peut-être un peu plus, 12, ça me paraît beaucoup, parce que on sait que les communistes, traditionnellement, font quand même plutôt un score assez honorable. C'est la deuxième force politique du pays. Ensuite, logiquement, ça devrait être le LDPR en troisième, M. Slutsky. Bon, donc c'est pour ça, 10-12%, ça me paraît quand même beaucoup. Mais la candidature qui faisait un peu office d'eux lors de la dernière élection, souvenez-vous, c'était Mme Sobchak, par exemple, qui servait aussi à capter un petit peu le vote peut-être des jeunes et des gens qui sont plutôt apolitiques. Bon, elle avait fait, de mémoire, c'était quoi, entre 2 et 3%, je crois. Elle avait fait très très peu au final. Mais elle avait probablement dopé la participation. Je pense que là, ce sera le même scénario, à mon avis. Alors, une autre question intéressante, c'est la diaspora russe à l'étranger se mobilise-t-elle pour l'élection? Et je compléterai la question en disant, est-ce que d'habitude, la diaspora russe vote différemment de la Russie? Alors oui, alors le ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'en tout cas, les points de vote seront assurés, y compris dans les représentations diplomatiques des pays dits inamicaux. C'est un premier élément où il y a quand même pas mal de diaspora russe, justement, à l'Allemagne, à la France aussi, évidemment. Israël, Euh, j'imagine. alors Israël, il n'est pas dans les pays inamicaux. Mais
En tout cas, à l'extérieur, oui, il y a une diaspora russe. Et d'ailleurs, il y en a encore plus, a fortiori, depuis 2022. On en a parlé ici en long, en large, hein. On peut imaginer même très, très près de la Russie, en Arménie, par exemple, en Géorgie, avec les dizaines de milliers de Russes qui se sont déplacés là-bas. Ça va être intéressant parce que ce sera le premier scrutin depuis le début de l'élection de l'opération spéciale. Donc, c'est intéressant de comparer comment les gens votaient avant et comment ils votent ensuite, aujourd'hui, dans ce contexte-là. Euh, Avant, probablement, qu'il y avait un vote globalement assez, je dirais, Poutine qui s'exprimait majoritairement. Après, si on regardait peut-être de manière plus granulaire, il peut peut-être y avoir des singularités ça et là. Mais là, évidemment, ce serait intéressant de voir comment les Russes de l'étranger votent dans le contexte de l'opération militaire spéciale. Est-ce que ça reste toujours très majoritairement Poutine? Est-ce qu'au contraire, on est sur du 50-50? Et qui sont d'ailleurs les 50 autres pourcents? Ou est-ce qu'il y a une abstention? Je ne sais pas, ce sera intéressant d'observer. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, tu peux continuer à Alors, juste décrire. pour terminer sur l'aspect société russe, on a la publication de Rostat sur la population russe au 1er janvier 2024. Donc, d'après Rostat, la Russie compte 146,2 millions d'habitants hors nouveau territoire. Les nouveaux territoires donc annexés septembre 2022 n'ont pas été décomptés, hein, donc les quatre oblasts en question, avec des régions qui ont gagné des habitants, donc Moscou, aussi bien ville et région, ou la région de Tumen aussi, donc qui a plus d'habitants en 1er janvier 2024 qu'il y en avait en 1er janvier 2023. A contrario, il y a des régions qui ont perdu de la population, les régions de Kemerovo, Nijni Novgorod par exemple, ou Saratov et Sverdlovsk, qui elles ont perdu quelques dizaines de milliers d'habitants en l'espace d'un an. Ce qui fait que j'en viens donc à la politique étrangère avec une actualité assez chargée. Alors, on va commencer par l'état des lieux de l'aide à l'Ukraine, puisque il y a eu un sommet extraordinaire de l'UE aujourd'hui qui a vu quelque part une forme d'épilogue, puisque cette enveloppe des 50 milliards qui était en suspens d'euros, qui était en suspens depuis plusieurs mois, a été débloquée aujourd'hui à Bruxelles lors d'un sommet extraordinaire des 27. 50 milliards qui vont servir à financer l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine sur la période 2024-2027, hein, donc pendant 4 ans, qui était bloquée parce que la Hongrie, principalement, M. Orban faisait obstruction depuis. Le ton s'est durci entre Bruxelles et M. Orban ces derniers jours, puisqu'on a su, à travers des indiscrétions qui ont fuité dans la presse anglo-saxonne, notamment dans le Financial Times, hein, cette semaine, que l'Union européenne menaçait explicitement de s'en prendre à l'économie hongroise si jamais M. Orban continuait à voilà, jouer les troubles faits. Là-dessus, il y a eu des négociations qui se sont manifestement poursuivies, hein, et on sait que il y avait une espèce de compromis qui commençait à émerger avec M. Orban qui fait une contre-proposition en expliquant qu'il était prêt à voter les 50 milliards, mais dès lors qu'il n'y aurait pas d'automaticité chaque année de la reconduction de l'enveloppe et que chaque année on devait revoir et revoter pour prolonger d'année en année, hein, donc 2024 à 2025, à 2025 à 2026, etc., les financements et qu'il n'y ait pas d'automaticité, pas de chèque en blanc pendant 4 ans. Les Européens ont dit non. On ne connaît pas exactement les termes finalement de l'accord qui ont été trouvés, mais ce qui est certain, c'est que M. Orban a dû lâcher sur ce morceau-là, visiblement. La pression était probablement trop forte. Cela dit, il y a une nouvelle échéance qui est le 13e paquet de sanctions dont discutent déjà les Européens. On sait que là-dessus, probablement, M. Orban devrait continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire à monnayer très chèrement le passage de ces paquets de sanctions en s'assurant que les intérêts hongrois sont préservés. Alors, cela dit, selon Bloomberg, les Européens ne sont pas en mesure, d'ici à mars prochain, d'honorer les livraisons de 1 million d'obus qu'ils avaient promis aux Ukrainiens. Tout au plus, d'après M. Borrell, il y en aura eu 500 à 600 000 maximum qui seront livrés aux Ukrainiens. Or, on sait que les Ukrainiens manquent cruellement d'obus, hein. Le ministre de la Défense ukrainienne cette semaine a expliqué qu'ils ne pouvaient plus se permettre de tirer plus de 2000 obus par jour parce qu'ils n'en avaient plus les moyens, alors qu'en moyenne, les Russes en tirent 3 à 4 fois plus sur la ligne donc, de contact. Les États-Unis, de leur côté, ont fait savoir qu'ils n'étaient plus en mesure d'octroyer aucun paquet d'aide militaire jusqu'à nouvel ordre, enfin en tout cas jusqu'à ce que l'aide soit débloquée au Congrès. L'aide est toujours bloquée au Congrès par les sénateurs républicains et par
les discussions avec les démocrates sur les sujets liés à la politique migratoire et à la sécurité des frontières sud des États-Unis. Et à ce titre-là, ce qui se passe au Texas depuis quelques jours, évidemment, une nature à empoisonner, à toxifier un peu plus le débat. D'autant plus que Donald Trump, qui a remporté le caucus dans l'Iowa et dans le New Hampshire, a explicitement appelé les sénateurs républicains trumpistes, c'est-à-dire au moins la moitié des sénateurs républicains, à ne rien voter, à ne rien lâcher, à continuer de bloquer cette aide sur fond donc justement de crise migratoire au Texas. Donc, pour l'instant, de ce côté-là, c'est pas gagné. Il y a eu un article publié par le chef de la CIA dans Foreign Affairs, M. William Burns, qui a publié un article qui est pas très long, je vous invite à aller lire, hein, où il fait un état des lieux finalement de son agence pour 2024. Il parle de la Russie, il parle de la Chine, il parle de plein de nouvelles technologies, de cyber, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit sur la Russie, hein, ce qui nous intéresse principalement, et sur l'Ukraine? Alors il dit une première chose, il dit que cette année sera très difficile pour les Ukrainiens sur le champ de bataille. Il dit également, enfin il invite, il considère une des façons de rendre cette année moins difficile pour les Ukrainiens, c'est de privilégier des frappes dans la profondeur. Il mentionne le risque d'escalade nucléaire en expliquant qu'il est non négligeable, qu'évidemment il serait insensé de complètement le négliger et de l'ignorer, mais qu'il serait stupide, selon lui, se laisser inutilement intimider par ce risque d'escalade nucléaire. Et d'autre part, il considère que, et c'est un appel aux congressmen qu'il fait, hein, considère que l'aide à l'Ukraine représente que, entre guillemets, 5% du budget de la défense des États-Unis, ce qui, dans la tonalité de l'article, veut dire que ça ne représente pas grand-chose, mais que ça rapporte énormément en termes de retombées géopolitiques pour les États-Unis, il le dit très clairement, d'une part, et que d'autre part, ça rapporte des contrats au complexe militaro-industriel américain qui permet donc de rentrer dans ces frais en quelque sorte pour ces dépenses-là. Et donc, quatrième point qu'il évoque, une fois de plus, il en appelle à la responsabilité des congressmen, selon M. Burns, si jamais les Américains devaient lâcher l'Ukraine, ne pas voter donc d'assistance hein, pour l'année à venir, eh bien, ce serait une erreur, d'après lui, qui aurait des proportions historiques. Enfin, je signale la visite de Madame Nuland cette semaine à Kiev, le 31 janvier, donc la secrétaire adjointe, secrétaire d'État adjointe, l'adjointe de M. Blinken, hein, qui s'est rendue à Kiev hier. On ne sait pas trop en réalité quel était le but de son voyage. Elle a fait ensuite des déclarations assez générales pour dire que les Russes allaient voir ce qu'ils allaient voir en 2024 sur le champ de bataille, en gros. Mais probablement que c'est lié au contexte et aux turbulences ukrainiennes entre M. Zelensky et M. Zaloujny. Probablement qu'elle est venue essayer voilà, de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ce sont des suppositions parce qu'on ne sait pas trop en réalité quelle était la finalité de sa visite. L'OTAN a débuté cette semaine son plus gros exercice militaire depuis la guerre froide, Steadfast Defender, qui va durer plusieurs mois, qui implique 90 000 hommes, plus de 1000 véhicules de combat, 80 navires, qui va se dérouler aussi bien dans l'Atlantique que sur le flanc oriental de l'Alliance. C'est le plus gros exercice militaire de l'OTAN depuis Reforger en 1988. Le but du jeu, en fait, de ces scénarios, enfin de cet exercice, c'est de voir dans quelle mesure les Américains sont capables d'envoyer des troupes à travers l'Atlantique pour renforcer le flanc oriental de l'Alliance. Alors, officiellement, l'OTAN explique que cet exercice n'est pas dirigé contre la Russie, d'ailleurs, qui n'est dirigé contre personne, mais on comprend bien que, vu le contexte, évidemment, le scénario qui est étudié, c'est celui, évidemment, d'un conflit avec la Russie sur le flanc oriental de l'Alliance, et donc la nécessité pour les Américains de projeter des troupes. Et puis je vais terminer avec une nouvelle qui nous emmène en Turquie, une nouvelle un peu plus, je dirais, à peine plus calme. L'an dernier, il y a plus de 6 millions de touristes russes qui se sont rendus en Turquie, 6 310 000 plus précisément, c'est-à-dire c'est 20% de plus qu'en 2022. On n'est pas revenu au niveau pré-pandémique, mais on y est presque, puisqu'en 2019, c'est un peu plus de 7 millions de touristes russes qui s'étaient rendus en Turquie. Donc là, 6,3 millions, évidemment, c'est bien. Il y a des rumeurs qui sont diffusées dans la presse turque selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait se rendre en visite en Turquie le 12 février prochain. À suivre, ce serait lié au chantier de la centrale nucléaire d'Akuyu, hein, dont Rosatom est le principal opérateur. On suivra ça évidemment de très près. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions, notamment liées à l'Ukraine. Alors, il y en a une sur l'affaire de l'Ilyushin 76 qui
transporterait ou non les prisonniers ukrainiens? Est-ce qu'il y a quelques informations nouvelles et vérifiées? Bah, information vérifiée, moi j'en ai pas, hein. Je lis comme tout le monde les réseaux sociaux, la presse, et on croit avoir des informations, on croit avoir des informations vérifiées, hein. Et donc on ne peut que conjecturer. Les informations nouvelles, oui et non, enfin, M. Poutine s'est exprimé hier et donc a livré la version officielle de la Russie, puisqu'il a clairement dit que, d'après lui, ce sont donc des batteries antiaériennes patriotes, hein, qui ont descendu cet avion. Évidemment que la Russie maintient la version selon laquelle il y avait des prisonniers ukrainiens dans cet avion. Il y avait un doute sur l'origine du tir, non pas qu'il soit russe ou ukrainien, il était ukrainien, mais on se demandait quel système l'avait, en gros, quel système avait descendu cet appareil. Bon, M. Poutine expliquait hier que c'était donc des patriotes. Pour l'instant, on en est là. Deuxième élément, tout de suite, j'allais dire, dans la suivi de la destruction de cet appareil, il y a eu des déclarations assez émotionnelles, évidemment, qui ont été faites, et notamment de M. Kartapolov, donc, qui s'occupe du comité de défense à la Douma d'État, qui expliquait que, à travers cette action, les Ukrainiens ont totalement compromis le futur échange de prisonniers. Bon, évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu un échange de prisonniers hier, un nouvel échange de prisonniers entre Russes et Ukrainiens, hein, 195 contre 195 qui a eu lieu, en dépit du fait que cet avion a été détruit, donc avec a priori des prisonniers ukrainiens dedans. Donc ça, c'est aussi une information, à mon avis, qui est intéressante à prendre en compte. D'accord. Aussi beaucoup de questions sur les relations Zelensky-Zaloujny. Est-ce que c'est ce qui semblerait être un limogeage ou autre? Est-ce que c'est un moment clé dans cette situation ou est-ce que c'est juste une péripétie? Bon, là, il faut d'abord rappeler que c'est pas la première fois qu'il y a, je dirais, de l'électricité dans l'air entre les deux hommes. On sait qu'il y a manifestement des problèmes relationnels entre eux. Il y a déjà eu des tensions qui ont été publiquement exprimées par le passé, hein, entre les deux hommes, rapportés entre les deux hommes à travers notamment la presse anglo-saxonne. On sait qu'ils n'étaient pas d'accord sur, souvenez-vous à l'époque, la situation à Bakhmout. Monsieur Zelensky demandait coûte que coûte qu'on tienne chaque centimètre de cette ville, alors que Monsieur Zaloujny, chef d'état-major ukrainien, était pour que les Ukrainiens l'évacuent. Euh, Ils étaient également en désaccord sur la contre-offensive et sur les priorités de la contre-offensive, qui donc n'a pas débouché sur les résultats escomptés pour les Ukrainiens. On sait qu'ils sont en désaccord sur la nouvelle mobilisation qui va avoir lieu là en Ukraine, puisque la loi est passée aujourd'hui à la Rada. Monsieur Zaloujny, lui, pour ce qu'on en sait, explique qu'il faut au moins 500 000, excusez-moi, personnes nouveaux mobilisés. Zelensky lui en souhaite un petit peu moins. Bref, il y a beaucoup de sujets assez importants de désaccord entre les deux hommes. Pour les circonstances du rebondissement de cette semaine, manifestement, c'est M. Zelensky qui aurait convoqué son chef d'état-major pour lui demander pour le remercier, mais en lui demandant qu'il fasse une lettre de démission en bonne et due forme, ce qu'aurait refusé le chef d'état-major ukrainien, en expliquant que le chef de l'État a le pouvoir de limoger son chef d'état-major sans besoin de lettre de démission. Et donc, on en est resté là pour l'instant. Maintenant, la presse relaie les bruits sur lesquels M. Zaloujny serait quand même débarqué la semaine prochaine, soi-disant. Donc, ce sont des bruits qui sont relayés par la presse anglo-saxonne. Bon, on va voir, mais probablement que Mme Nuland est venue pour essayer de calmer le jeu et essayer de maintenir le statu quo entre les deux hommes. Monsieur Zaloujny, on prêtait à M. Zaloujny des ambitions de se présenter à la présidentielle ukrainienne qui, a priori, n'aura pas lieu, hein, pour l'instant, mais ça aussi, on n'en sait rien. Pour les rumeurs, une fois de plus, que l'on peut dire ça et là, lui, le principal intéressé ne serait pas extrêmement allant sur l'idée d'une candidature, mais cette idée de candidature lui serait, comment dirais-je, susurrée par certains de ses collaborateurs. Et toujours, pour ce qu'on sait de cette histoire, ces rebondissements liés à la démission supposée de Zaloujny, ou démission avortée de Zaloujny, les deux personnes qui étaient pressenties pour le remplacer, à savoir M. Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire, d'une part, enfin du GOUR, et d'autre part, le chef d'état-major de l'armée de terre, M. Sirski, les deux auraient refusé le poste, soi-disant. Très bien. Alors, une question qui n'a rien à voir. On parle de Russie, Iran, USA. Alors que les Mm. États-Unis envisagent plusieurs options de frappe sur l'Iran,
quel lien, traité ou promesse d'assistance existe-t-il entre Moscou et Téhéran? Alors, le traité d'assistance, je crois qu'il n'y a rien de tel, par exemple, si on cherche à faire des comparaisons, rien de tel ou comparable par rapport à ce qui existe aujourd'hui désormais entre la Grande-Bretagne et l'Ukraine, par exemple, puisque je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours. Les deux pays ont signé un traité justement de coopération assez approfondie, on va dire. On voit rien de tel, a priori, entre les Russes et les Iraniens. Cela dit, il y a des liens très très étroits entre les appareils de sécurité et les appareils de défense. Maintenant, si demain, vous prenez l'idée aux Américains de d'attaquer frontalement l'Iran, je laisse de côté les conséquences pour la région, etc., hein, d'une telle campagne. Mais je pense que les Russes essaieraient de faire ce qu'ils peuvent pour aider leurs amis iraniens, mais ça serait probablement au détriment des besoins de l'armée russe pour l'opération spéciale. Donc la priorité restera le champ de bataille ukrainien et l'opération spéciale, et évidemment, ça va lester même les meilleures volontés des Russes d'aider les Iraniens. Donc ils les aideront probablement d'autres manières, soutien économique ou des choses comme ça. Mais ça aussi, ça se fera au détriment de l'effort général russe pour ce conflit ukrainien. En tout cas, il n'y a pas d'automaticité, d'article 5, enfin équivalent à l'article 5 de la Charte de l'Atlantique, il y a rien de tel. La Russie n'est pas engagée dans aucune forme d'alliance militaire contraignante avec qui que ce soit parce qu'elle ne le souhaite pas. Merci infiniment de tous ces éclaircissements, toutes ces réponses aux nombreuses questions. Nous allons clore le briefing sur ces bonnes paroles. Je vous rappelle que nous retrouvons donc tous les jeudis à 17h30. Tu voulais finir avec un mot, Non, non, Jean vous incitez à tenir bon, comme, comme d'habitude. comme d'habitude. Donc, je finirai en disant que, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Et donc, nous attendons nombreux à notre prochain briefing. N'oubliez pas de le regarder déjà sur YouTube, qui a toujours beaucoup de succès, et éventuellement de le transmettre à vos amis et connaissances. C'est toujours bien d'avoir plus d'exposition. Pour chaque fil sur un briefing transmis, vous aurez une boîte de pâté de la part de notre ami Martial Laplanche. Martial, nous te saluons. Voilà, faudra juste lui demander son avis avant, mais il sera sûrement ravi de la proposition. Voilà, donc à la semaine prochaine. Tenez bon, en effet, et à très bientôt.